de nos 35 années de voyage à travers le monde, nous avons rencontré de nombreuses tribus, minorités ou groupes ethniques, découvert des modes de vie, des cultures, des traditions incroyables, très anciennes, primitives parfois, mais toujours riches d'enseignements. Tant de différences et en même temps de proximité entre ces peuplades qui vivent dans des lieux quelquefois difficilement accessibles ou des pays pourtant très fréquentés par les touristes. Parmi tous ces peuples qu'on qualifie d'autochtones car ils incarnent des modes de vie ancestraux aux antipodes de notre civilisation urbanisée, celui qui nous a le plus impressionné est le peuple Ranataru. La communauté Ranataru vit majoritairement dans les districts de Kailali et Kanchanpur, à l'extrême ouest du Népal, mais également en Inde, dans les États de l'Uttarakhand et de l'Uttar Pradesh. Ils font partie du groupe ethnique des Tharu, népalais du Térail central qui se considèrent comme le peuple originel de la terre et les descendants de Gautama Bouddha, celui qui a donné naissance au bouddhisme. Ils ont cependant longtemps demandé, et finalement obtenu, une identité distincte des autres Tharu grâce à une charte du Népal datée du 18 mai 2020. En février 2012, nous nous étions rendus dans 3 de leurs villages, au cœur de la plaine du Térail. Nous avons décidé de retourner les voir 12 ans plus tard et d'en profiter pour assister à leur festival annuel, traditionnellement organisé dans le petit village de Bada, chaque année au mois de janvier. Bada fait partie de la multitude de villages ruraux disséminés dans la plaine du Térail. On y cultive en famille le riz, la moutarde, plusieurs types de céréales sur de petites surfaces, moins d'1 hectare en moyenne. On y pratique aussi l'élevage de bœufs, de poules, de chèvres et la pêche pratiquée dans les mares ou les rivières avec de grands filets traditionnels, ce qui permet d'assurer une meilleure subsistance. Les femmes fabriquent aussi différents objets, récipients ou sculptures d'argile, et fabriquent aussi des couvertures, des robes colorées ou des bijoux qu'elles portent lors des fêtes et des cérémonies. Aujourd'hui, 3 janvier, les habitants des villages avoisinants se dirigent vers Bada, où se déroule le festival Ranataru. Les femmes se maquillent, se coiffent, s'habillent et s'apprêtent à l'arrière d'une maison. Elles s'aident mutuellement à se parer de leurs plus beaux bijoux. Comme dans toutes les fêtes de village, les échoppes provisoires proposent de la nourriture, riz soufflé, chips, gâteaux, parbapapa, jalebi, qui est une pâtisserie frite et trempée dans le glucose que les Arabes nomment zlabia, alcool local, et des milliers de jouets en plastique fabriqués en Chine. Derniers ajustements avant de monter sur scène. Nous sommes les seuls occidentaux présents à ce festival. Les autorités locales nous ont invités sur la scène, VIP, et nous remercient au micro de notre présence. Les premières danses et chants commencent par petits groupes issus des villages environnants. Les danseuses suivantes attendent leur tour avec impatience, autant intriguées et amusées par la caméra et les appareils photos que nos figures étrangères. Les performances s'enchaînent, parfois avec des groupes plus nombreux et plus âgés, qui démontrent à la fois le partage de la fête et la diversité des générations lors de ce genre d'événements.
Les filles se prêtent volontiers à la séance photo et s'y mettent en scène dans la bonne humeur. Ce festival est aussi un concours. Chaque prestation est jugée, notée, et les meilleurs seront désignés le dernier jour. Les chants, parfois incertains, succèdent aux danses et les chants aux chants, dans une saturation sonore qui finit par être préjudiciable au tympan. La fête durera bien après la tombée de la nuit. Comme il y a 12 ans, nous avons organisé un circuit de 3 jours dans les villages Ranataru, et pour nous guider dans ce périple, nous avons retrouvé celui qui avait préparé notre premier circuit en 2012, Mohan, chauffeur, organisateur et négociateur, que nous avons retrouvé avec grand plaisir. Ce soir, nous dormons dans le homestay de Bada. La température a nettement baissé. Il fait environ 10 degrés et la flambée allumée par Mohan est la bienvenue. Vers 21 h, un groupe de femmes du sous-groupe ethnique Chaudhary Taru vient dans la cour de notre maison exécuter une série de danses rituelles. La première se nomme Shakiya Dance. Elle est réalisée traditionnellement par de jeunes garçons et filles célibataires. Les garçons qui portent un dhoti et un djulwa jouent du tambour et les filles vêtues de tenues appelées Sholiva et Faria, ainsi que divers ornements et bijoux, agitent des rubans bariolés. La seconde danse rituelle est la Gomara Dance. Elle s'exécute en groupe et comprend les instruments comme le djiali, petite cymbale, et le madal, gros tambour, et s'inspire d'histoires religieuses. La prestation suivante se nomme Lati Dance ou danse des bâtons. Les femmes frappent les petits bâtons les uns contre les autres en suivant un rythme uniforme. Celle-ci doit être non mixte, femme seulement ou homme seulement. Le principe du rituel est de réveiller la déesse spirituelle sacrée, Durga. Des potrons minés, les villageois s'activent, malgré un froid de gueux et un brouillard humide qui réduit sensiblement la visibilité. Il faut nourrir les bêtes, préparer les repas, partir au champ. La tribu Ranataru est traditionnellement une communauté agraire. Elle est connue pour son expertise en agriculture, notamment le riz, le blé, l'orge, le maïs et la canne à sucre.
L'habitat traditionnel Tharu est un certain type de maison d'un seul tenant, faite de bambou, de glaise et de bouse de vache. Les activités de tissage sont exclusivement pratiquées par les femmes. Ici, certaines d'entre elles réalisent un tapis de chaume sur un métier plus que sommaire, à même le sol de la cour. Les maisons sont des endroits pour dormir. La vie de la communauté a lieu dehors. Un feu pour se chauffer ou pour préparer le repas, le rasage, le lavage, le triage des piments, les travaux d'entretien. Après une petite heure de route, nous rejoignons le village d'Urama, où nous sommes attendus par tout un groupe de jeunes femmes Ranataru qui achèvent de se préparer. Le rituel de l'accueil d'un étranger est sacré dans cette communauté. On nous fait asseoir confortablement, on nous offre un collier de fleurs et nous appose le tilak, un point ou plutôt une tache de couleur rouge sur le front en guise de bienvenue, composé d'un mélange de kumkuma, turmérique, et de riz amalgamé. Le premier mouvement est une danse d'accueil exécutée en général pour Holi, le jour saint. Cette danse, exécutée exclusivement par les filles, se nomme Madal Dance, du nom du gros tambour utilisé pour battre le rythme.
Cette danse se déroule avant le festival Holi. Elle consiste à aller visiter la maison de la promise et à arranger le mariage avec le garçon. La tenue traditionnelle Ranataru est une symphonie de couleurs, de textures et de détails complexes. Les femmes portent souvent le gunyo cholo, un chemisier coloré associé à une jupe fluide appelée fariya. Ces vêtements sont ornés de broderies artisanales, de miroirs et de pompons, reflétant un héritage d'expression artistique transmis de génération en génération. La broderie est une caractéristique des vêtements Ranataru, objectif à la fois esthétique et culturel. Les motifs représentent symboliquement des éléments de la nature, des croyances religieuses, ainsi que leur identité communautaire. Ces robes chatoyantes, qui sont des bouts d'étoffe cousus les uns aux autres, forment des patchworks lumineux, bariolés, rehaussés par de gros bracelets d'argent autour des chevilles et des poignets, et des tatouages sur les membres. Et pour couronner le tout, les filles sont d'une beauté renversante, le nirvana du photographe. Les Ranataru ont conservé l'ensemble de leurs traditions parce qu'ils ont été protégés pendant longtemps du monde extérieur et de son influence. Grâce ou à cause des moustiques porteurs de la malaria, cette maladie mortelle très répandue dans la région du Terai a longtemps éloigné les étrangers. Les Taru ont, en revanche, développé une résistance naturelle contre le paludisme. La préparation du repas du soir commence dès la fin d'après-midi. Un dîner à base de morceaux de poulet coupés avec les os, de riz, piment, ail sauvage, champignons et tomates, arrosés de l'alcool local. Jour 3. Un brouillard épais recouvre toute la région, comme les jours précédents, et la température n'excède pas les 10 degrés. Nous quittons Urama pour le village de Manera, où nous avions logé 12 années auparavant. Là aussi nous sommes attendus. Un thé chaud nous fait le plus grand bien. Les tenues des jeunes Rana sont différentes des précédentes. Une jupe et un voile bleu, un châle jaune, un foulard rose et beaucoup d'ornements et de bijoux en argent. Nous sacrifions au rituel d'accueil et tout le monde, y compris nos accompagnateurs, reçoit un nouveau collier de fleurs. La danse d'engagement de mariage est effectuée par garçons et filles en tenue d'apparat. Les hommes y portent traditionnellement le dora suruwai, une chemise jusqu'aux genoux associée à un pantalon fuselé, mettant en valeur leur propre broderie et éléments de design uniques. Dans la tradition, les Ranataru pratiquent les mariages arrangés, que les parents organisent souvent dès l'enfance du couple. La cérémonie de mariage a lieu lorsque les mariés atteignent l'âge nubile. Elle dure plusieurs jours et implique tous les membres des deux familles. Chez les Ranataru du district de Bardiya, il est également de coutume d'arranger le mariage d'une fille en échange de l'obtention d'une épouse pour un fils, ou vice-versa. Les parents accordent une attention particulière à la capacité de travail du marié et de la mariée plutôt qu'à la situation économique de la belle famille. Les mariages polygames sont également courants chez les Taru, les riches propriétaires terriens épousant entre 2 et 5 femmes. Dernière partie de la danse de mariage, celle des congratulations. La langue utilisée pour tous les chants est le Ranataru, leur propre dialecte. Les Taru se subdivisent en plusieurs sous-groupes ou clans. Les Dangurataru, les Katariyataru, les Shodaritaru et les Ranataru, entre autres. Chaque clan a ses particularités culturelles.
Les dialectes parlés par ces groupes sont influencés par ceux majoritairement utilisés dans les régions où ils habitent, principalement l'Awadi, le Bhojpuri et le Maithili. Leur religion est qualifiée de tribale, de type animiste. Ils croient aux esprits de la nature, honorent de multiples divinités et vouent un culte aux ancêtres. Certains groupes se sont hindouisés. D'autres pratiqueraient encore le sacrifice rituel de petits animaux et feraient appel à des chamans pour guérir la maladie. Beaucoup de photos des habitants, danseurs et danseuses du village de Manera avaient été prises 12 ans auparavant. Nous les avions tirées sur papier et nous leur distribuons en espérant que certaines des personnes photographiées à l'époque seront reconnues par cette nouvelle génération. C'est le cas pour quelques-unes, mais à notre grande déception, aucune des personnes photographiées à l'époque n'est présente ce jour-là. Un repas copieux, préparé dès le début de la matinée, va nous être servi avant notre départ pour Bardia. Plusieurs femmes font la cuisine dans de grandes gamelles posées sur le feu, tandis que d'autres broient les épices dans un pilon ou écrasent les céréales sur une meule de pierre. Activité pluriquotidienne des Tarous, remplir les grands récipients d'argile à la pompe à eau manuelle de la maisonnée. Dans une autre bâtisse, on prépare le dal, plat à base de lentilles et d'épices, et les incontournables chapatis, galettes de blé qui accompagnent tous les repas. Après que nous ayons mangé, les danseurs et danseuses déjeunent tous ensemble pour clôturer leurs prestations. Bye. 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 Bye, Mom. Bye bye. La route qui mène au Bardia traverse d'immenses forêts où l'on croise une faune nombreuse et peu farouche. C'est au parc national de Bardia que se termine ce nouvel épisode chez les Ranataru. Notre prochaine étape sera Amritsar, nord-ouest de l'Inde, État du Pendjab, frontalier du Pakistan. Après 6 heures de route jusqu'à un hôtel proche de la frontière sud du Népal, 5 heures de plus en taxi le lendemain pour rejoindre Lucknow, État de l'Uttar Pradesh, et un vol avec escale à Delhi, nous arrivons enfin le surlendemain à Amritsar. La situation climatique y est plus mauvaise qu'au Népal. À Amritsar, il fait un froid de loup en début d'après-midi et une brume mouillée nous refroidit encore davantage. La mosquée Khairuddin, du nom de celui qui l'a fait ériger en 1876, appelée également Jama Masjid, est située dans le centre-ville. C'est l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Amritsar, après le Temple d'Or.
Malgré le froid ambiant, le bazar central de la ville est très actif. Harmandir Sahib est le nom formel du temple d'or d'Amritsar, traduction, l'illustre temple de Dieu. C'est l'édifice le plus sacré des Sikhs. Il trône au centre d'un bassin sacré carré de 150 mètres de côté, l'Amrit Sarovar, ou bassin au nectar. Le bassin a été creusé à la fin du XVIe siècle au moment de la fondation de la ville à laquelle il a donné son nom. On accède au bassin par 4 entrées qui symbolisent son ouverture à tous les peuples et toutes les croyances. Le temple est entouré d'un vaste complexe comprenant des Kourdawas, lieux de culte sikh, et des langars, réfectoires, où des repas gratuits sont offerts aux pèlerins. Après avoir emprunté une promenade faite de marbre blanc, qu'on soit pèlerin ou visiteur, on entre dans le cœur du temple par un pont en marbre de 60 mètres de long. Pour pénétrer dans l'enceinte, il faut ôter ses chaussures, franchir un pédiluve et se couvrir la tête. Le temple lui-même est un pavillon de 3 étages, dont les parties supérieures ont été recouvertes de plaques et de feuilles d'or au XIXe siècle sur ordre du Maharaja Ranjit Singh. L'édifice a été bâti en marbre de différentes couleurs, incrusté de nacre et de pierres semi-précieuses. La terrasse, ornée de 4 chhatris, structure surmontée d'un dôme soutenu par 4 piliers, est surmontée par une coupole dorée en forme de lotus renversé. Le temple d'or renferme le livre sacré des Sikhs, le Gourou Granth Sahib, lui-même enfermé dans un coffre richement orné. Des kirtans, les hymnes sacrés, accompagnés par des musiciens, y sont chantés en permanence. Les pèlerins s'y pressent nombreux, jour et nuit. Le temple d'or prend une dimension plus mystique à la nuit tombée. Le chant des dévots se déploie dans l'enceinte depuis l'intérieur du temple. Étape suivante, Bikaner et son festival des chameaux. Après 3 heures noyés dans un brouillard à couper au couteau et des routes effroyablement défoncées, nous atteignons enfin la frontière du Rajasthan et, comme par magie, le brouillard s'évapore et le thermomètre monte très sensiblement, approchant pour la première fois depuis 10 jours une température digne d'un voyage en Inde. Bikaner est célèbre pour être la seule région d'élevage de chameaux. Ce festival leur est exclusivement dédié. Il est célébré chaque année et est important pour le peuple du Rajasthan car les chameaux ont été très longtemps leur seul moyen de transport. Les animaux y sont tondus, sculptés, peignés, ornés de brides, de colliers traditionnels, de bracelets de cheville, pompons, tissus bariolés. Le festival fait aussi la part belle aux chants, aux danseurs et aux travestis. Des concours de danse de chameaux y sont organisés, au cours desquels leurs propriétaires viennent démontrer leur savoir-faire.
Il y a, bien sûr, les célèbres courses de chameaux. Autre lieu, autres musiciens et danseurs. Les trains, souvent d'une longueur interminable dans ce pays, traversent le cœur de Bikaner, ce qui donne systématiquement lieu à un chaos organisé dès le relevage des barrières. Contrairement aux autres nombreux et magnifiques forts du Rajasthan, celui de Bikaner n'a pas été construit au sommet d'une colline mais en plein cœur de la ville. La faute à la géographie, car point de colline dans la plaine de Bikaner. Il a donc fallu construire haut. Son édification date de la fin du XVIe siècle. Il est protégé d'un rempart de près d'1 kilomètre de long et de douves et de 37 bastions de défense. Il n'a d'ailleurs jamais été conquis. Si les remparts sont austères, l'intérieur révèle une cité royale. Bâtiments administratifs, casernes, écuries, prisons, résidences des seigneurs successifs de Bikaner, 37 palais, temples, tourelles et des milliers de fenêtres sculptées. Anup Mahal, le plus bel édifice du fort qui était une salle d'audience privée. Un labyrinthe de couloirs, de cours, de petits pavillons décorés d'une profusion d'ornements. Lors de notre premier voyage au Rajasthan en 1999, nous avions été impressionnés par un temple très particulier, Karni Mata, qui signifie la mère des miracles, bâti au XVe siècle et situé à Deshnok, 30 km au sud de Bikaner. Nous avons voulu y effectuer une nouvelle visite un quart de siècle plus tard. Les pèlerins viennent de loin et s'y pressent très nombreux pour offrir de la nourriture, de l'eau et des prières à ces locataires sacrés. Les rats. Ils y sont considérés comme les représentations des membres de la tribu de Karni Mata, une sage hindoue adorée de son vivant comme étant l'incarnation de la déesse Durga et source d'une grande vénération. Les pujaris, prêtres du temple, prennent soin des rats, les nourrissent et les honorent en récitant des prières spéciales. Les rats jouent un rôle central dans les rituels qui ont lieu quotidiennement au temple. Les cérémonies débutent tôt le matin et se poursuivent tout au long de la journée. Un aspect particulièrement marquant des rituels est la manière dont les rats interagissent avec les fidèles. Il est dit que si un rat court sur vos pieds ou grimpe sur vous, c'est un signe de grande bénédiction. Les pèlerins considèrent ces interactions comme des expériences spirituelles uniques et positives. On dit que manger de la nourriture qui a été touchée par ces rats est un acte de dévotion et de bénédiction. Après la frénésie de Bikaner, nous avons choisi de faire une pause aux abords du désert du Thar, à quelques encablures du village d'Ozian. Le taxi nous y dépose et notre hôte vient nous récupérer à l'entrée du village pour rejoindre en jeep la ferme où nous logerons pour la nuit. Le désert du Thar s'étend sur plus de 200 000 km² à l'ouest de l'Inde, dans l'état du Rajasthan. Il est le 9e plus grand désert subtropical au monde, mais étonnamment, près de 17 millions de personnes y vivent et y pratiquent majoritairement l'élevage et une agriculture de subsistance.
Le Thar couvre principalement le Rajasthan, mais s'étend aussi dans le Gujarat, le Pendjab, l'Haryana et une petite portion du Pakistan. On n'y trouve pas vraiment des dunes sahariennes. C'est plutôt un désert plat, de terre aride. Il est jalonné ici et là de maisons ou de fermettes en pisé ou en grès jaune. Nous logeons chez une famille de paysans rajasthanis qui a construit plusieurs maisons traditionnelles dans leur propriété pour y accueillir les voyageurs de passage. La faune est peu variée dans le Thar. Quelques mammifères, antilopes, gazelles de l'Inde, du gibier à plumes comme les cailles, la grande outarde, en voie de disparition, et des oiseaux migrateurs tels que le canard et l'oie. La végétation est essentiellement constituée de plantes herbacées, le forbe, et de broussailles rabougries, ainsi que plusieurs espèces arborées, arbres à gomme arabique sur les collines, arbres keijiri dans les plaines, des arbustes courts, épineux et quelques palmiers dattiers dans les rares oasis. Les graminées, principales ressources naturelles du désert, fournissent de la pâture, des plantes médicinales, alcaloïdes, et sont utilisées pour faire du savon. L'eau est extrêmement rare ici. Les eaux de pluie sont récupérées à des fins domestiques. La plupart des eaux souterraines, salées et enfouies en profondeur, sont inexploitables. Et la situation se dégrade d'année en année avec le dérèglement climatique. Nous dînons dans la maison familiale de nos hôtes. La propriétaire prépare des chapatis, base de tout repas indien, qu'elle cuit directement dans l'âtre. Même le chien de la famille aura droit à sa gamelle, composée de restes de viande et de lait de chamelle. La propriété familiale, perdue dans la campagne austère du désert, est plutôt vaste et entourée de champs cultivés. 6 huttes traditionnelles y ont été construites pour permettre de meilleures conditions de vie aux fermiers et sa famille. Les chambres ont tout le confort nécessaire, conservent la fraîcheur en journée et la chaleur le soir. Cet intermède serein et silencieux nous aura fait le plus grand bien avant d'aborder la dernière étape de notre voyage, Jodhpur. Les villes ont des couleurs au Rajasthan. Jaipur, ville rose, Jaisalmer, ville ocre, Bikaner, ville rouge, Jodhpur est la ville bleue, surplombée par l'un des plus majestueux forts du Rajasthan, Mehrangarh. C'est notre 3e séjour à Jodhpur, une de nos villes préférées de cet état. Et tout doit y commencer par une balade dans le Sardar Bazar, dont l'épicentre est la Clock Tower. C'est un marché quotidien, et comme dans les autres marchés de l'Inde, on y trouve de tout. Vanneries, cotonnades, saris, fruits de toutes sortes, monceaux d'épices, légumes à la taille parfois impressionnante, babouches de cuir, chaussettes, t-shirts, jouets en plastique chinois. Torji Ka Jalara, c'est le nom du réservoir d'eau, du puits à degrés de Jodhpur, construit au XVIIIe siècle par la reine Maharani Torji. 7 étages, des arches en pierre sculptées et en marbre. L'eau, si précieuse dans cette région, y était stockée et alimentait la ville tout au long de l'année. La conception en gradin y permettait un accès plus facile et une fraîcheur garantie à ceux qui venaient y faire une pause. Un des musts d'une escale à Jodhpur, c'est de se perdre dans le labyrinthe des ruelles de la vieille ville. Il faut errer dans ces venelles aux maisons chaulées de bleu,
aux vieilles façades ornementées, aux temples égarés dans des cours improbables, aux très belles havélis envahies par la végétation, aux nombreux moucharabiés de pierre sculptés. La vieille ville médiévale grouille d'une vie simple, authentique et bienveillante. On peut même y voir des artisans qui travaillent dans la rue. Le lever du soleil sur le fort de Mehrangar est un moment de grâce. Il faut grimper jusqu'en haut de l'immense éperon rocheux de 120 mètres pour atteindre le fort, dont la construction a débuté en 1459. Et pour y entrer, on doit franchir 7 portes. Mehrangar est le fort des superlatifs. Plus de 10 000 ouvriers ont été réquisitionnés pour son édification, ainsi que 500 éléphants pour le transport des matériaux. Ce sont les roches volcaniques provenant du désert environnant qui lui donnent sa couleur caractéristique. Il comporte 4 rangées de remparts dont la hauteur atteint jusqu'à 36 mètres sur près de 10 km de long. En fin d'ascension, la première cour à laquelle on accède se nomme la Shringar Chowk, dominée par la superbe façade du Daulat Khana, richement sculptée de grès rouge et présentant les nombreux balcons à kiosques. La vue sur la ville y est époustouflante. Le Pol Mahal, palais des fleurs, grande salle de réception très décorée, était probablement une salle d'audience privée où le Maharaja pouvait s'entretenir avec ses thakours et ses ministres. Le Shish Mahal, palais de verre, servait de chambre à coucher. Il est décoré de miroirs et sous les arcs sont peints des panneaux en gypse qui présentent des sujets sacrés. Brahma, Shiva avec Parvati, Devi, Krishna. Le Takat Mahal, salon abondamment décoré de miroirs, de vitraux et de boules en verre coloré. Du haut du fort de Mehrangar, on embrasse non seulement la ville de Jodhpur, mais aussi la campagne environnante jusqu'au désert du Thar. Une bien belle façon de clôturer un voyage.